Bonjour à tous, bienvenue dans ce Swiss Bliss du 14 avril 2022. Alors 14 avril c'est un jeudi, je sais d'habitude le Swiss Bliss c'est un vendredi, mais comme demain vendredi, eh bien c'est le vendredi de Pâques, même moi j'ai le droit de ne pas faire de vidéo le jour de Pâques. Alors je fais pas de vidéo le jour de Pâques, pas parce que j'ai pas envie, parce que j'adore faire ça et que de toute façon si j'en fais pas, vous me manquez terriblement. Et donc du coup, eh bien je ne le fais pas simplement parce que demain c'est fermé, le marché suisse est fermé, le marché américain est fermé, en gros il va rien se passer et donc ça sert à rien que je me lève pour vous faire une vidéo, pour vous parler de pas grand chose alors que vous aurez bien d'autres occupations que de regarder ce genre de vidéos sur YouTube demain. Deuxième chose, la tenue. Aujourd'hui, je suis avec une doudoune. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai payé mon chauffage. Le chauffage fonctionne toujours. C'est pas une question de température. C'est une question que, comme c'est le week-end et que je pars à la montagne juste après, eh bien, je me suis déjà préparé pour partir à la montagne. Donc aujourd'hui, on va faire notre tour habituel du marché suisse encore et encore. C'est pas le marché le plus passionnant du moment, mais par contre, c'est le marché qui baisse le moins en ce moment. Aujourd'hui, la performance du marché suisse est toujours assez impressionnante. On l'avait déjà vu la semaine dernière, on va le revoir aujourd'hui. On continue à être relativement bien disposé, pour ne pas dire extrêmement bien disposé sur notre tendance haussière du SMI, alors que le reste des marchés étant en déroute pour l'instant. Enfin, ça va un petit peu mieux aujourd'hui sur le marché américain, mais les Européens sont toujours dans une tendance extrêmement baissière. On attend des nouvelles de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui pour voir un petit peu ce qu'ils vont nous sortir et qu'est-ce que Madame Lagarde a pris comme décision pour l'avenir des marchés financiers et l'avenir des taux en Suisse, en Europe, pardon, en Suisse. En Suisse, c'est autre chose, on n'est pas encore prêt de les voir remonter, mais en tous les cas, en Europe, on attend de voir ce que Madame Lagarde va nous annoncer tout prochainement. Et puis, donc, l'Europe toujours dans une phase descendante. Les Américains ont bien corrigé ces derniers temps à cause de l'inflation. Nous, en Suisse, on n'a pas autant d'inflation que dans le reste du monde. On est même meilleur que les Français. Donc, du coup, bon, les Français, on peut se poser des questions, savoir si les chiffres qu'ils ont publiés sont corrects ou si c'est simplement une espèce de, allez, comment dire, amélioration de la photo globale pour les élections françaises qui ont lieu en ce moment. Mais en tous les cas, pour l'instant, la Suisse va beaucoup mieux que le reste. Alors, pourquoi, comment ? Inflation plus basse, stabilité, on est dans un marché qui est relativement tendu, tout le monde est d'accord sur le fait aujourd'hui qu'un des plus gros problèmes, eh bien, c'est évidemment la guerre en Ukraine sur la région européenne, mais comme nous on est neutre, enfin neutre entre guillemets, eh bien les gens viennent se planquer ici, et on a 2-3 titres qui se comportent relativement bien dans notre indice, donc pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Le SLI est encore un petit peu en retard, mais le SMI va globalement très très bien. Les big names, nos big names habituels vont bien. Et il faut surtout citer cette semaine, enfin ces dernières semaines, les performances absolument stratosphériques de la Novartis, de Roche et puis des assurances qui se comportent très très bien. Donc quand vous avez tout ça mis ensemble, eh bien vous avez un indice qui se porte bien, un marché qui se porte bien, qui n'est pas le plus sexy de la Terre, mais ça on le sait depuis 35 ans, voire même un peu plus, mais tout va bien sur le marché suisse pour le moment. On commence tout de suite donc avec nos graphiques sur le SMI. Donc le SMI que vous voyez à l'instant. Donc je vous parlais de cette tendance haussière que l'on voit très très bien ici, qui se dessine très très bien et qui continue d'aller dans la bonne direction. Si on comparait par exemple aujourd'hui avec le DAX, je vous en parlais tout à l'heure de l'Europe, on va dire pour le DAX pour comparer. Vous voyez en orange ici, eh bien c'est le DAX qui vient se mettre en superposition. Alors c'est pas très très clair. Mais quand on regarde un petit peu la tendance de fond, vous voyez que le SMI est en train de monter aujourd'hui depuis début mars, alors que le DAX, eh bien, pour l'instant, c'est plutôt la tendance inverse qui emmène l'indice allemand à la cave. Donc le SMI continue à relativement bien se porter. La moyenne mobile des 200 jours reste notre juge de paix. On le voit là-dessous, elle apparaît là en dessous, mais on est bien au-dessus pour l'instant. Tant qu'on reste dans ce range avec un bas du range autour des 12 200 et un haut du range autour des 12 650 grosso modo, eh bien on est dans notre tendance. Donc j'irai pour l'instant plutôt acheteur sur les bas 12 200 sur le SMI, si on fait que du SMI bien sûr, et plutôt vendeur sur les 12 650. Donc on a un range de 450 points à travailler pour l'instant sur le SMI. Quand on regarde au niveau des stochastiques là en bas, eh bien vous voyez que les stochastiques sont relativement élevés. Donc
on a encore un potentiel de prise de profit. J'aurais tendance à vouloir dire que tant que ça va, tant que les marchés se comportent normalement, eh bien, on peut espérer que ça continue, mais on peut encore espérer voir quelques prises de profit ces prochains temps. Tout dépendra bien évidemment des annonces de la Banque Centrale Européenne et du comportement des marchés périphériques sur la Suisse. Si on bascule sur le SLI dont je parlais tout à l'heure, le SLI pour l'instant, eh bien, lui, il n'est pas dans un trend ascendant, mais il se contient dans un trend, on va dire, un canal latéral. Pour l'instant, on voit cette zone de support ici qui se dessine sur la zone des 1900 sur le SLI, c'est un petit peu le point d'inflexion. On a vu hier qu'on est allé essayer de le tester, de le casser, mais on retermine en haut. C'est des bons signes, hein. Quand vous voyez un petit peu ce genre de signe-là, que vous avez un indice qui tient relativement bien sur des niveaux extrêmes ici, eh bien, c'est aussi un signal comme quoi il y a quand même une certaine force acheteuse sur faiblesse. On le voit là, on le voit là. Et on le voit encore ici, à chaque fois, le SLI se rebondit sur les niveaux relativement importants, sur des niveaux importants, et nous laisse de l'espoir de le voir repartir à la hausse. Alors, comme on a vu un petit peu le comportement des marchés américains ces dernières heures, un rebond sur la techno, quelques commentaires rassurants au niveau de l'inflation, on l'a vu dans le Morning Bull de ce matin, de la part de certains membres de la Fed. On peut espérer assez rationnellement que le SLI puisse tenter un rebond en direction des, allez, soyons fous, 1950, peut-être même 1975, 1960, allez, qui correspondant à la moyenne mobile des 200 jours sur le SLI aussi. Ce sera vraiment une zone importante si on arrivait à casser ces 1960, on pourrait enfin commencer à reparler de 2000 et puis de voir potentiellement de plus haut historique. Maintenant, dans les nouvelles de la semaine, alors la semaine ayant été écourtée et puis étant plutôt basée sur les nouvelles macroéconomiques, il n'y a pas eu des énormes publications, il n'y a pas eu des énormes chiffres très très importants. La semaine prochaine, on va commencer également la saison des résultats en Suisse, donc on va avoir forcément bien des publications qui vont nous tomber dessus, mais grosso modo, on va faire le tour de quelques petites nouvelles qui sont arrivées, de l'influence qu'elles ont eu sur certains titres. Le premier titre à mettre en ligne de front, c'est Blackstone Resources. Alors Blackstone Resources, c'est pas une méga cap suisse, elle n'est pas dans le SMI. Blackstone Resources, c'est une boîte qui est active dans tout ce qui est lithium, batterie alternative, ce type de métaux rares et de terres rares, donc c'est un truc qui est assez populaire en ce moment, mais pourtant le titre se traîne comme une grosse daube. Et puis cette semaine, il y a encore eu une mauvaise nouvelle, c'est que la FINMA les a épinglés pour manipulation de marché. Donc l'autorité supérieure des marchés financiers a estimé que Blackstone Resources avait fait publier des chiffres et donner des informations tendancieuses qui avaient pour but de faire bouger le cours de la société dans la bonne direction. Donc cette remarque de la FINMA et cette attaque de la FINMA a fait décrocher le titre, et donc ça ne va pas très bien pour Blackstone Resources qui a vécu une très très mauvaise semaine. Mais enfin, en même temps, quand on veut un titre qui vaut 1,20 franc, c'est pas qu'on est en train de changer la face du monde au niveau des portefeuilles globaux. Alors j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un mail cette semaine pour me dire oui, mais alors parle-nous de Blackstone Resources, qui sont-ils et est-ce qu'ils ont un lien avec Blackstone tout court? Alors non, ils ont absolument aucun lien avec Blackstone tout court aux États-Unis. Alors ça, c'est Blackstone Resources en Suisse, et quand vous regardez Blackstone aux États-Unis, clairement, c'est pas le même monde et c'est pas le même comportement boursier, bien évidemment. Donc Blackstone Resources est une boîte qui a souvent été dans les médias. Pour être franc, on a déjà souvent entendu des rumeurs, des spéculations, des gens bizarres à l'intérieur. Enfin, c'est pas... Pour parler français, on pourrait dire que c'est une boîte de merde, mais enfin, c'est pas très clair de la manière dont il fonctionne, et c'est pas très clair non plus son business opérationnel. Quand ils sont venus en IPO il y a quelques années, en 2019, c'était considéré comme une des IPO les plus prometteuses du marché. Et puis finalement, aujourd'hui, on voit où on en est. Hein. L'IPO à l'époque, on était autour des 13 francs et des poussières, et aujourd'hui, ça vaut 1,20. Donc pour la question prometteur, c'est un petit peu bizarre. On a déjà entendu beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a beaucoup, comme je vous dis, des noms bizarres, des membres du conseil d'administration qui sont arrivés dedans, c'était pas très clair. Et comme d'habitude, quand on manque de clarté, quand on a des titres qui sont un petit peu manipulés, eh bien forcément, ça ne finit jamais très très bien. Et donc pour l'instant, elle se traite à 1,20 franc. Donc très très mauvaise semaine pour Blackstone.
Mais en même temps, quand on regarde d'où elle vient, si on prend depuis début 2021, c'est pas qu'une seule mauvaise semaine, mais c'est plutôt carrément une mauvaise année, pour ne pas dire plus, du côté de Blackstone Resources. Et visiblement, on n'est pas vraiment sorti de la gonfle. Au niveau du business, ils ont un business qui aujourd'hui est très porteur, parce qu'on parle de lithium à l'intérieur. Mais ça ne suffit pas toujours et il faut aussi savoir montrer patte blanche et transparence maximum. Et quand vous avez nos amis de la fine main sur le dos, eh bien, ça n'arrange les bidons de personne. Autre nom qui revient régulièrement, un petit peu moins tendancieux que Blackstone Resources, eh bien, c'est Temenos. Temenos, vous savez, je l'aime bien. C'est une boîte qui fait du software, c'est une boîte qui fait des softwares pour les banques, donc c'est un business assez récurrent. Et c'est une boîte surtout sur laquelle il y a quand même beaucoup de spéculation régulièrement. Là, depuis quelques temps, elle a buté sur une résistance, on va le voir sur le graphique tout à l'heure, et puis elle se replie un petit peu. D'un point de vue technique, elle est revenue à des niveaux, elle a l'air de stabiliser, elle est en train de toucher à des niveaux plutôt intéressants, et puis en plus, ils ont annoncé cette semaine qu'ils avaient signé un contrat de 4 ans, un contrat supplémentaire avec ABN AMRO, avec qui ils travaillent déjà, donc c'est plutôt encourageant et plutôt positif. Gardons toujours en tête, dans un coin de la tête, qu'il y a quand même 2 ou 3 fonds de private equity qui tournent autour, donc il peut toujours se passer quelque chose à tout moment. Alors maintenant, c'est plutôt un titre qu'on peut utiliser en trading. Donc en trading, si on veut utiliser Temenos, alors Temenos, vous le voyez, hein, on a un gros support qui a été développé ici, enfin un point d'inflexion de renversement de tendance qu'on a eu en octobre 2020. Et puis quand on regarde un petit peu aujourd'hui, eh bien ce même niveau qui correspond à 96 plus ou moins 97,75 sur le titre, eh bien on voit que ça a bloqué ici, enfin ça a cassé ici à la baisse et ça a déclenché une accélération et ça a bloqué à la hausse ici. Donc la question c'est à quel moment on va réussir à renverser la tendance. Les fondamentaux sont ok, Temenos publiera bientôt ses chiffres, donc il faudra faire attention là-dessus. Mais globalement aujourd'hui on a quand même l'impression qu'elle est en train de se retourner. Vous voyez l'annonce d'ABN AMRO hier a fait quand même terminer le titre au plus haut. Et pour moi, le prochain mouvement qu'on peut espérer voir arriver sur Temenos serait remonter dans un premier temps en direction des 97 3/4 pour aller retester encore une fois cette résistance et qui sait peut-être sur un malentendu la casser. Techniquement, si on venait à casser cette résistance un de ces jours, on va aller combler le gap qui est ici. Donc c'est-à-dire qu'on peut envisager un retour jusqu'à 105,50. Donc pour les plus greedy, je me positionnerai long maintenant sur Temenos à un niveau de 85 3/4, 86 pour jouer un rebond dans un premier temps sur le 97 3/4 et dans un deuxième temps aller chercher un petit peu plus haut là, le comblage de gap à 105 sur la Suisse. Mais bon, c'est un petit peu aller vite en besogne, mais dans un premier temps, je pense qu'il y a peut-être un 10% à jouer de rebond sur Temenos ces prochains jours. Sika, on n'en parle pas toujours, eh bien la chimique a publié des chiffres relativement bons, voire très très bons au-dessus des attentes des analystes. Donc le titre avait déjà pas mal corrigé ces derniers temps, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra observer aussi ces prochains temps, après une annonce positive au niveau des chiffres trimestriels. Et si on regarde le chart, eh bien ça donne ça. Vous savez, en analyse technique, des fois vous avez des graphiques qui ressemblent pas à grand chose, et puis d'autres fois ils ressemblent à quelque chose, et puis surtout quand vous avez fait beaucoup d'analyse technique dans votre vie, eh bien vous avez toujours eu tendance à bouffer, comme on dit, tellement de graphiques que des fois vous avez des charts, on peut pas expliquer pourquoi, mais ils plaisent beaucoup et ils sont extrêmement motivants. Alors moi quand je regarde le chart de Sika en ce moment et je me dis waouh, il y a quelque chose qui me plaît bien et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de changer de tendance. C'est un titre qui s'est mal comporté depuis quelques temps, donc toute la baisse depuis ce début d'année à cause de l'inflation. Et depuis quelques temps, on est en train de construire quelque chose d'assez marrant. Alors la première chose que je vois, c'est que on repart à l'assaut de la moyenne mobile des 200 jours. Que les chiffres étaient globalement bons. Ici, si on regarde, alors de nouveau, hein, vous connaissez la théorie du head and shoulder. Quand on voit la première épaule ici, la deuxième épaule, plutôt la tête, pardon, ici, et puis la troisième épaule, la deuxième épaule, on va dire, dans cette zone-là, eh bien, vous avez 1, 2, 3, et donc vous avez une ligne de coup qui est en train de se configurer ici, et il faudrait qu'on ait cassé les 322,5 sur Sika pour commencer à s'emballer. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce titre est en train de nous faire une grande base, et qu'un de ces jours, quand il va passer la frontière des 320, on va avoir une accélération haussière assez intéressante qui pourrait nous remonter allègrement en direction des
grosso modo 45 € plus haut, donc 365 sur Sika ces prochains temps, ça me paraîtrait pas complètement ridicule. Donc là aussi, il faudra surveiller le breakout des 320 pour aller chercher ce target à 365 sur Sika, mais ça fait partie des charts où je peux pas forcément vous expliquer pourquoi en termes de fondamentaux, pourquoi en termes de technique. Et moi, c'est un truc que je vois bien rebondir assez violemment ces prochains temps. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire à tout seigneur, tout honneur, Novartis. Alors, Novartis, il s'est rien passé de spécifique sur le titre. Et simplement, eh bien, on peut assister à un recovery absolument massif de la société pharmaceutique bâloise qui est revenue quasiment au plus haut de ces derniers mois. Ce qui est assez intéressant, c'est que Novartis, dans l'imaginaire global de l'investisseur moyen suisse, Novartis est toujours le veau de la cote. Le veau de la cote qui ne fout jamais rien. On a l'impression que si vous avez du Novartis sur votre dossier, eh bien, vous gagnez jamais d'argent parce qu'elle monte jamais vraiment. Bon, faut pas oublier quand même que vous touchez vos dividendes tous les ans. Si vous êtes actionnaire de Novartis depuis 30 ans, c'est toujours ça de prix sur l'ennemi. Mais globalement, on a l'impression que le titre ne fait jamais rien. Sauf que cette fois, et je vous en parle régulièrement, Novartis, c'est un titre de range, c'est un titre qui se traite dans un canal. Et quand on joue le canal, eh bien ça donne ça. Donc je crois que depuis que j'ai commencé le Swiss Bliss, on l'a vu au moins 25 fois ce chart. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que je vous parlais de ça d'ailleurs la semaine dernière, qu'on a ce range latéral qui dure depuis très longtemps. Vous le voyez ici, hein, avec un extrême dans la zone des 70-72 francs. 70-74 francs qui est la zone du bas du range, et vous avez la zone du haut du range qui est sur les 86. Et donc du coup, vous avez vu l'autre jour, pas plus tard que le 8 mars, on a tapé les 73 francs sur Novartis. Aujourd'hui, on est à 86 francs 65 sur le titre, rebond assez spectaculaire, puisque quand on prend les extrêmes, eh bien on a quand même quasiment gagné pas loin de 20% sur Novartis en l'espace d'un mois, ce qui est quand même pas peu, ce qui est même carrément impressionnant. Donc maintenant, quand on regarde ça, si on est assez logique, eh bien aujourd'hui, moi j'aurais tendance à vouloir prendre les profits. Pour ceux qui ont acheté ce range, qui ont joué cette tendance, comme on en parle depuis plusieurs semaines, je pense qu'aujourd'hui sur la zone des 87,5, 87,5, 87, il faut commencer à vendre et prendre les profits si vous avez joué ce range. Je ne me mettrai pas short, on est bien d'accord. Hein. Mais par contre, si vous avez acheté de la Novartis plus bas, je pense que c'est des niveaux où on peut largement prendre les profits. Il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, puisqu'on voit qu'on a un top ici, qu'on a un top là, qu'on a un top là, et qu'aujourd'hui, on est de nouveau sur la même zone de top. Donc 4 fois, soit ça passe, et si ça passe, je ne sais même pas où c'est qu'elle va s'arrêter, mais si ça passe pas, on peut largement revenir se poser sur la zone des 80, à l'intérieur, réintégrer ce triangle ascendant qu'on avait dessiné déjà bien avant, donc plutôt constructif sur Novartis, mais là je pense que si on respecte cette théorie du range, il est temps de prendre quelques profits. On arrive dans la saison des résultats, donc c'est là où ça va commencer à chauffer un petit peu, et on a le secteur bancaire qui va donc publier. Aux États-Unis, ça a déjà commencé hier soir, puisque JP Morgan a publié des chiffres qui étaient un petit peu décevants, et qu'on va continuer dans les publications des chiffres trimestriels des bancaires avec Goldman Sachs, avec Morgan Stanley, avec Wells Fargo, avec Citigroup, pas plus tard que cet après-midi. Et donc du coup, ça a une influence sur nos bancaires à nous en Europe. Et donc je vous recommande fortement et chaudement de regarder le chart et le titre UBS parce qu'on va beaucoup en parler. La théorie aujourd'hui, c'est qu'on dit les taux remontent, les taux vont remonter, donc les banques vont en bénéficier. C'est pas aussi simple que ça, mais dans le commun, dans l'imaginaire collectif, en fait, c'est ce qui se passe en général quand les taux remontent, les banques en profitent parce qu'ils peuvent prêter avec des taux plus élevés, que des marges plus importantes, donc ils gagnent plus d'argent, pour faire simple. Mais donc du coup, ça revient de manière assez importante. On a vu JP Morgan qui a annoncé des chiffres un petit peu en demi-teinte hier, principalement à cause de mauvaises opérations de trading, un marché plus compliqué pour les traders, et en plus la guerre en Ukraine qui va clairement être l'excuse numéro 1 de ces prochains mois. La guerre en Ukraine excusera les mauvaises performances des sociétés, mais je pense qu'il faut quand même commencer à regarder des banques, parce que là, faire des parallèles en disant les chiffres de JP Morgan c'était pas terrible, c'est pas terrible pour UBS, je pense pas que c'est aussi simple. UBS a un track record assez impeccable en termes de publication de résultats. Elle est revenue à des niveaux qui sont plutôt intéressants, comme on le voit sur le graphique à l'instant. Alors vous le voyez, si on fait abstraction de la correction massive de la période du mois de mars, là, début mars, pour les raisons qu'on connaît,
eh bien, du coup, l'UBS est revenu de nouveau sur cette zone hyper intéressante de 16,80. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, j'aurais comme tendance à vouloir racheter de l'UBS entre 16,80 et la moyenne mobile des 200 jours qu'on trouvera là-dessous, jusqu'à 16 balles. Dans cette zone-là, ça me paraît pas trop mal de se repositionner sur l'UBS pour jouer à la suite des événements et la publication des résultats trimestriels. Donc voilà, moi j'aime bien. Si je devais racheter une seule banque en Suisse, sachant qu'il y en a deux, non j'exagère, il y en a d'autres, mais en tout cas, si on compare les grandes banques, UBS et Crédit Suisse, je suis plus enclin à vouloir jouer le rebond sur l'UBS lors de la publication des résultats que la même chose sur le Crédit Suisse, même si le risk-reward sera peut-être beaucoup plus intéressant sur le Crédit Suisse. Moi, je vais quand même jouer ma politique de père de famille en me positionnant plutôt sur l'UBS, donc à surveiller l'UBS lors de ses prochains résultats. Et pour ceux qui se posent la question, l'UBS publiera ses résultats le 26 avril avant l'ouverture du marché suisse. Autre titre dont on parle pas souvent, c'est la Baloise. La Baloise a littéralement explosé ces derniers temps parce que dans cette thématique de hausse des taux, on a vu que tout le monde s'est repositionné sur les assurances qui ont été injustement massacrées dans le début de la vague de la guerre en Ukraine en disant guerre en Ukraine, c'est les assurances qui vont cotiser. Ça marche pas, c'est pas aussi simple. Et puis à chaque fois qu'on tape sur les assurances parce qu'il y a une catastrophe ou qu'il y a une guerre quelque part dans le monde, on se rend compte que les mecs ils étaient déjà protégés avant, puis que finalement ils s'en sortent toujours plutôt pas mal. Donc vous avez les assurances qui s'en sortent pas mal, les réassurances qui s'en sortent pas mal. On sait jamais qui c'est qui paye à la fin, probablement le peuple, ça c'est sûr. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'on voit un rebond assez spectaculaire au niveau de la Baloise qui revient à des niveaux assez impressionnants. Et la Baloise a été victime cette semaine d'une cyberattaque. Alors normalement, il ne devrait pas y avoir des conséquences monstrueuses, bien sûr, mais le titre tient relativement bien et il faudra quand même être prudent parce que vu le move qu'elle a fait depuis les plus bas jusqu'au plus haut, on peut quand même s'attendre à potentiellement un retour de manivelle à un moment ou un autre sur la Baloise, tout comme d'autres assurances comme la Zurich. Néanmoins, je ne vais pas comparer Baloise et Zurich pour l'instant, mais la Baloise a une configuration technique qui laisserait supposer que si vraiment vous voulez être short sur quelque chose à court terme, peut-être, ou en tout cas prendre les profits sur la Baloise, ça serait aussi peut-être un petit peu au même titre que Novartis. Quand on voit la surperformance du SMI et la surperformance des assurances, mais ça fait beaucoup de choses ensemble qui fait que peut-être à un moment donné, il y aura une certaine pression vendeuse sur la Baloise, donc à surveiller attentivement. Voilà, là vous avez le graphique sous les yeux de la Baloise. Alors pas besoin d'avoir fait là aussi non plus des grandes études, mais vous voyez que le rebond est juste terrifiant, puisqu'aujourd'hui on se traite sur la zone des 173 francs suisses, alors que l'autre jour, début mars, on était à 133. Donc là aussi, la perf depuis le fond du bac jusqu'à aujourd'hui représente quand même 28% de hausse sur la Baloise. Alors même si une partie de la baisse avait été clairement exagérée ces derniers temps, je pense qu'il y a une partie de la hausse qui est aussi clairement exagérée et que peut-être le juste prix de la Baloise se trouve plutôt dans la zone des 160 pour revenir à une tendance moyenne. Quand vous voyez que finalement elle est dans un range aussi latéral depuis longtemps, je vois pas non plus ce qui justifie une exagération à la hausse ces prochains temps. Donc peut-être que pour ceux qui ont envie de jouer un put sur la Baloise, peut-être qu'il y a quelque chose à jouer sans aller non plus. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne pense pas que la Baloise va à zéro, mais peut-être qu'il y a quand même 10 ou 15 francs à reprendre à la baisse sur le titre de l'assurance baloise, justement. On enchaîne avec Nestlé. Nestlé qui subit de plein fouet en ce moment les affres du problème Buitoni. Donc les pizzas Buitoni qui sont pourries, qui ont été préparées dans des usines pourries, avec une condition sanitaire minable. Aujourd'hui, il y a des enquêtes qui sont ouvertes et des perquisitions qui sont ouvertes dans les bureaux de Nestlé en France. Donc ça met quand même une mauvaise image de marque. Mais par contre, ce qui est assez phénoménal à voir quand même, c'est que pour l'instant, malgré tout ça, eh bien, le titre Nestlé ne baisse pas. Et il a même carrément réintégré son canal haussier sur le graphique qu'on va voir à l'instant. Donc vous le voyez, depuis ces derniers temps, eh bien, il y a eu la correction comme d'habitude. Et puis on a Nestlé qui est revenu dans le canal haussier et qui se maintient au-dessus malgré toutes les problématiques de Buitoni. Alors il ne faudrait évidemment pas que ça leur tombe de manière plus grave dessus, mais comme d'habitude, ils sont probablement extrêmement bien protégés au niveau légal pour que ça n'ait pas de grosses conséquences. Alors néanmoins, si on vient en dessous de cette cassure-là dans la zone des 120 francs suisses, on peut envisager un retour en direction des 118 pour aller chercher la moyenne mobile, mais ce n'est pas non plus des mouvements de trading transcendantaux que l'on peut espérer sur Nestlé. Donc
pour l'instant, on va dire très bonne réaction et très bonne maîtrise de la situation de Nestlé dans cette crise Buitoni. C'est donc la saison des résultats et cette semaine, eh bien, on va avoir pas mal de choses, enfin la semaine prochaine plutôt, puisque la journée se termine et la semaine se termine ce soir. On va avoir donc les chiffres la semaine prochaine de Tsur Rosé. Il faudra donc se méfier de la volatilité de Tsur Rosé, on connaît l'histoire. Et puis après, on aura surtout Nestlé de nouveau la semaine prochaine, jeudi prochain. Et puis ABB, Lonza, la Banque cantonale vaudoise à surveiller, qui font toujours des bonnes surprises récemment ces temps. Ensuite, on terminera la semaine avec Holcim, Schindler, BB Biotech, qui a d'ailleurs annoncé un gros rachat d'actions ces derniers jours. Donc voilà globalement ce qu'il faudra surveiller un petit peu la semaine prochaine sur le marché suisse. Mais pour l'instant, on peut s'attendre encore une fois à une relativement bonne performance du marché suisse qui continue à être beaucoup plus stable et beaucoup plus neutre, sans faire de mauvaises allusions, que le reste des marchés européens et mondiaux. Voilà donc ce que vous pouvez raconter sur ce Swiss Bliss cette semaine raccourcie encore une fois. La semaine prochaine, on va recommencer vraiment à se concentrer sur les marchés à partir de mardi, parce que pour la plupart, lundi est également un jour férié. Moi, je vous souhaite bien sûr un excellent week-end de Pâques, d'excellentes vacances, puisque je sais qu'il y en a qui vont prolonger encore une semaine après, il y a les vacances scolaires, etc., etc. Enfin, moi, je vous retrouve de toute façon soit dans le Morning Bull Live la semaine prochaine, soit dans le prochain Swiss Bliss de la semaine prochaine. Et puis, si vous êtes en vacances, puis vous voulez absolument pas regarder ce que je fais sur YouTube, eh bien, vous pouvez aussi revenir dans 10 jours. Entre deux, vous pouvez de toute façon vous abonner à la chaîne Swiss Code Suisse, comme d'habitude. On a passé les 16 000 followers cette semaine. On continue l'effort. Allez, dans 2-3 mois, on va toucher les 20 000 et puis après, ça va commencer à être rigolo. Mis à part ça, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Likez les autres aussi si vous aimez. N'oubliez pas de partager, d'en parler autour de vous et de revenir me voir la prochaine fois. Très très bon week-end de Pâques. Salutations aux lapins, bonjour aux cloches et à la semaine prochaine. Bye bye!